Bonjour à tous, donc je suis Elaslim, Senior Manager en gouvernance, risque et conformité chez Magellan Sécurité. Je dois dire très dur de passer après l'ANSSI avec toutes les informations qui ont déjà été données, donc je vais essayer de ne pas faire trop de redites. Mais en tout cas, le sujet va se porter sur le changement de paradigme entre NIS 1 et NIS 2. Donc pourquoi on arrive à la directive NIS 2 aujourd'hui? Bon, on a déjà parlé du panorama de la cybermenace. Je vais peut-être l'aborder d'une manière un peu différente. Donc on est dans un contexte, bon, vous le savez tous, qui est marqué par une intensification et une sophistication des cyberattaques, ce qui pousse les entreprises à rehausser leur niveau de cybersécurité. Donc NIS 2 vient apporter ce cadre pour renforcer cette démarche qui maintenant est incontournable quand on voit toutes les cyberattaques qui sont en train de produire. Et tout ça dans l'objectif de minimiser l'impact des cyberattaques, mais aussi de renforcer la cyber-résilience. Donc la menace cyber se maintient à un niveau quand même tout de même assez élevé. Et en plus maintenant on est dans un contexte qui est marqué par beaucoup d'élections dans le monde. C'est une année assez historique. Il y a plus de 4 milliards de personnes qui vont voter cette année, ce qui est quand même significatif. On voit des nouvelles tensions géopolitiques avec de nouveaux événements ce week-end qui forcément ont un impact sur le niveau de cybermenace. Et bien évidemment, donc les JO qui arrivent en France très prochainement, donc qui mettent vraiment la cybermenace comme un risque pour les entreprises. Donc forcément, dans ce contexte-là, on voit la nécessité de rehausser son niveau de cyber-résilience. Donc pourquoi? Pour plusieurs raisons. Donc pour protéger ces données sensibles, on sait à quel point maintenant c'est un enjeu stratégique de protéger ces données sensibles, non seulement pour des raisons de confidentialité, mais aussi de propriété intellectuelle, aussi pour protéger les données personnelles de consommateurs, de clients. Pour préserver aussi sa réputation. Une entité, quand elle est touchée par une cyberattaque, ça a un impact considérable sur son image, sur parfois la légitimité même du directeur ou de la directrice générale d'une organisation. Aussi, pour assurer la continuité des activités, on sait à quel point c'est un enjeu crucial pour beaucoup d'entreprises. Bien évidemment, assurer la conformité réglementaire, ça va de soi. Comment éviter les amendes et autres sanctions. Et enfin, la prévention des pertes financières, parce que comme on peut le voir sur le graphique à gauche, l'impact est considérable. À 2024, il était estimé à 14,5 000 milliards. Et il est estimé en 2027 à 23,8, ce qui au final est un chiffre qui double par rapport à 2023. Donc si on parle un peu de NIS 1, parce que des fois il y a des gens qui ont en tête la directive NIS 2 en oubliant qu'il y avait aussi la directive NIS 1, comment NIS 2 et donc cette évolution de la directive NIS 1 qui présentait certaines limites. Donc tout d'abord, il y avait tout de même une hétérogénéité de l'application NIS 1. On a vu que certaines disparités ont pu être constatées dans les transpositions nationales. Dans certains pays, les transpositions étaient plus ou moins strictes. Ailleurs, vraiment, on va dire, le sujet était traité de manière un peu plus légère. Donc vraiment, NIS 2 a pour vocation d'harmoniser davantage les exigences en termes de cybersécurité. Et réellement, c'est pas nécessairement pour être dans une optique de contrôle des entreprises, mais plutôt pour renforcer la cyber-résilience à l'échelle européenne. En deuxième lieu, donc la supervision était pas toujours efficace ou optimale. Du coup, NIS 2 vient renforcer le pouvoir de surveillance et notamment de l'ANSSI qui aura plus
d'autorité, on va dire, non seulement pour la surveillance, mais aussi pour le contrôle. Ça peut prendre différentes formes, des formes d'audit, de demande de déclaration de vulnérabilité, etc. Donc les pouvoirs de surveillance sont renforcés vraiment pour essayer d'assurer une mise en application de la part des entreprises. Après, nous, ce qu'on dit à nos clients, c'est pas nécessairement bon, faites attention, votre directeur ou directrice générale va être suspendu si vous ne mettez pas en application la NIS 2. Bon, comme vous l'avez dit, au final, ce sera probablement un ultime recours. L'ANSSI, pour le coup, n'est pas dans cette logique de sanction. Enfin, donc, il y avait une faiblesse de reporting sous NIS 1. Donc maintenant, on a un processus de notification d'incidents qui est beaucoup plus cadencé et encadré, donc toujours pour inciter à partager les vulnérabilités aussi parce que ça a une certaine utilité d'un point de vue sectoriel. Le plus on partage d'informations enfin, dans un secteur donné, admettons, le plus on pourra essayer de prévenir d'autres attaques. Donc ce partage d'informations est tout de même assez utile. Après, au niveau de la chronologie de l'évolution, bon, ça a déjà été dit avant, mais la grosse échéance à retenir, bien évidemment, c'est octobre 2024. Et aussi à garder en tête que la directive sera revue tous les 3 ans. Donc il y aura NIS 3, NIS 4, je ne sais pas jusqu'où ça ira, mais c'est quelque chose tout de même à garder en tête. Donc ça a été mentionné déjà, mais maintenant donc on a un périmètre élargi de secteurs. Donc on a d'un côté les entités essentielles qui tombent dans les secteurs hautement critiques. Donc sous NIS 1, il y avait 7 secteurs qui étaient concernés. Maintenant, il y a 4 nouveaux secteurs. Et donc on a les entités importantes qui font partie des secteurs critiques. Donc en effet, on passe de 500 à plus de 15 000 entités concernées, ce qui est quand même tout de même assez significatif. Il faut peut-être souligner dans tout ça, donc certes, il y a des entreprises qui étaient déjà concernées par NIS 1 et certaines d'ailleurs à la LPM en plus de NIS 1 qui ont peut-être un certain niveau de maturité cyber. Mais il faut aussi concentrer son attention sur toutes ces entreprises qui n'étaient pas nécessairement concernées par NIS 1, qui le seront par NIS 2, qui n'ont peut-être pas le même niveau de maturité. Donc il y aura peut-être certaines disparités qu'il faut prendre en compte et donc il faut faire tout notre possible pour accompagner aussi ces entreprises. Donc au final, on parle de secteurs, etc. Mais comment savoir réellement si une entité est concernée ou non? Moi, par exemple, j'ai un client dans le secteur de l'énergie qui était concerné par NIS 1, mais qui s'est dit, est-ce que je suis vraiment concerné par NIS 2 ? Est-ce que je peux y échapper ou pas? Bon, pour le coup, pas vraiment. Et en fait, on dit, bah, écoutez, vous êtes concerné pour 2 raisons très simples. Déjà, un, bah, votre secteur, et 2, bah, la taille de l'entité, votre chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment 2 paramètres à garder en tête. Après, en fonction si on est entité essentielle ou importante, on n'aura pas forcément les mêmes attentes de mise en conformité. Pour les entités essentielles, on s'attend à une conformité par une analyse de risque. Pour les entités importantes, on s'attend peut-être un peu plus à un régime de conformité plus allégé. Les objectifs de sécurité ne sont pas tout à fait les mêmes pour les entités essentielles et importantes. Donc le principe de proportionnalité a été évoqué un petit peu plus tôt. Donc, quels sont les nouveaux efforts de mise en conformité à mettre en place? Donc, le changement de paradigme, il est aussi révélé ici. Il y a tout de même une grande nouveauté qu'il faut souligner, c'est l'intégration de la chaîne de valeur. Ça, c'est réellement une crainte pour beaucoup de nos clients qui ne savent pas par quel bout prendre le problème. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à intégrer maintenant avec NIS 2. Et on sait à quel point c'est important ce sujet-là parce que lorsqu'on voit maintenant la recrudescence d'attaques au tiers,
C'est tout à fait justifié maintenant qu'on intègre la chaîne de valeur dans ces objectifs de sécurité. Euh, le rapport d'incident aussi, qui maintenant, comme j'ai mentionné plus tôt, est beaucoup plus cadencé. Donc on soumet un rapport initial ou une alerte précoce à l'ANSSI dans un délai imparti de 24 heures après l'incident. Après, on effectue une notification d'incident plus complète dans les 72 heures. Et puis, on soumet un rapport final et on notifie les utilisateurs qui potentiellement sont touchés, les parties prenantes, dans le mois qui suit. Autre chose qui est assez essentielle, c'est d'adopter une approche tout risque. Par là, on veut dire que justement l'analyse de risque sera vraiment essentielle et c'est à partir de cette analyse de risque qu'on pourra prioriser justement tous les chantiers de conformité à mettre en place. Donc ça, c'est également un élément assez important. Bon, les sanctions, elles ont déjà été mentionnées, donc je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Mais peut-être une dernière chose, oui, sur les mesures à mettre en place, qui sont en même temps organisationnelles, opérationnelles et techniques. Il y a peut-être un accent qui est aussi porté sur tous les aspects de gouvernance. Au final, les mesures techniques, il y en a beaucoup qui font sens pour beaucoup d'entre vous. Au final, NIS2 vient peut-être apporter un cadre à ces mesures. Mais pour les mesures organisationnelles et opérationnelles, il y a quand même aussi, là, de ce point de vue-là, un changement de paradigme qui est important. Au niveau du management, qui a des responsabilités accrues, donc ici vraiment l'idée c'est de montrer que le risque cyber c'est plus un risque IT mais ça devient un risque business à part entière. C'est l'une des volontés aussi derrière cet objectif d'intégrer davantage le management dans les efforts de mise en conformité. Donc le management aura pour responsabilité de valider les mesures, de veiller à la bonne mise en œuvre et d'assurer la conformité sur la durée. J'insiste peut-être sur ce point, encore une fois, étant donné que la directive sera revue tous les 3 ans, maintenir sa conformité dans le temps, c'est essentiel. On va dire, certes, octobre arrive, c'est tout de même très positif de pouvoir anticiper sa mise en conformité, mais après, c'est réellement un marathon sur le temps. Notamment au niveau de la sensibilisation. Les menaces évoluent constamment. Donc c'est important de toujours continuer à sensibiliser les instances dirigeantes, les employés en fonction des menaces auxquelles un business peut faire face. Enfin, une question très importante qui titille beaucoup de clients, quel est le périmètre des SI concernés? Par exemple, ce fameux client dans le secteur de l'énergie qui disait bon ben nous on a déclaré un SIV, est-ce qu'on peut considérer que ça peut être égal à un SIE et après garder ce SIE dans le cadre de ANIS 2? Non, malheureusement, c'est vrai que ça simplifierait beaucoup les choses, mais là, le périmètre est élargi. Donc, comme l'a dit Mathieu Couturier tout à l'heure, maintenant, tout s'applique à l'ensemble des SI. Éventuellement, avec une analyse de risque, on peut exclure certains SI, donc sur justification. Mais il faut bien prouver que ces SI n'encourent pas de risque en cas d'indisponibilité, de violation de confidentialité ou d'intégrité. Donc tous les SI qui présentent ce type de risque, maintenant, on les appelle les SI réglementés. Autre changement, sous NIS 1, il y avait le principe d'homologation. Donc maintenant, l'homologation laisse la place à l'analyse de risque. Donc la méthode des BioCRM qui a été récemment mise à jour est fortement recommandée, n'est pas nécessairement imposée, mais peut être tout de même appréciée et bien adaptée.
Donc ça, vraiment, c'est un élément à garder en tête. Et par exemple, pour cet acteur, encore une fois, dans le secteur de l'énergie, ils se sont dit, mais par où commencer? Comment je délimite justement mon périmètre concerné? Des choses qui peuvent aider, c'est tout d'abord de faire une évaluation de maturité classique pour faire ressortir les écarts qu'il y a entre les mesures qui sont en place et les futurs objectifs de Nice 2. C'est aussi de faire une cartographie des métiers à partir des métiers qui sont identifiés comme étant essentiels et critiques, on va dire, à la continuité des opérations d'une entreprise. Comment lier ces métiers à des SI qui peuvent être du coup au cœur du périmètre concerné. Et puis, bien évidemment, faire une cartographie un peu plus classique des SI et des actifs. Et ça aide beaucoup dans la stratégie de délimitation du périmètre SI concerné. Donc enfin, ce qui nous a paru utile, c'est de promouvoir, on va dire, pour les entités, une mise en conformité autour de 7 domaines. Quand on lit la directive, il y a tout de même ces 7 domaines qui ressortent. Donc la cartographie, la gouvernance, analyse de risque, gestion des tiers, protection, détection et enfin gestion des incidents et remédiation. Donc vraiment ces 7 domaines vont pouvoir aider à diriger, on va dire, les efforts de mise en conformité. Après, avoir une mise en conformité à 100%, c'est quand même difficile à atteindre, mais c'est de se dire, comment, sur quel domaine je peux placer la priorité, où est-ce que je place le curseur en fonction de mes moyens, de mes ressources. Ça, c'est quelque chose pour laquelle l'évaluation de maturité aide beaucoup. Et puis enfin, dans tout cet aspect-là, ne jamais oublier le processus d'amélioration continue, donc qui permet toujours de maintenir sa conformité dans le temps. Donc j'espère que je suis dans les temps pour le coup, peut-être même que j'ai rattrapé le petit retard qu'il y a eu juste avant. Mais du coup, ça vient conclure ma présentation et je reste à votre disposition pour toutes vos questions par la suite. Merci beaucoup.